Bien, nous pouvons reprendre donc en franchissant la Manche et regarder un peu comment le livre de Castiglione a été reçu et a été traduit en Angleterre. Ici, les trois instruments de travail que l'on peut utiliser sont Early English Books, qui est une base de données de tous les livres publiés en anglais au XVIe, enfin, depuis le fin XVe jusqu'au début du XVIIe siècle, avec la même chose que ce que j'indiquais préalablement pour les éditions électroniques du Centre de la Renaissance de Tours, une reproduction photographique et assez souvent, pas toujours, mais assez souvent une transcription. On peut utiliser pour les études sur la langue le Oxford English Dictionary, qui donne de très nombreux exemples d'emploi, et à l'inverse du Trésor de la langue française commençant dès le moyen anglais, l'époque médiévale. Et puis on peut, pour identifier les personnages, utiliser le Oxford Dictionary of National Biography, et qui est aussi très riche de renseignements. Alors, première traduction, c'est un peu plus tard, Espagne 1534, la France 1537-38. La première traduction est de 1561 et elle a été publiée à Londres par William Serres, S-E-R-E-S. Cette traduction paraît sous le titre The Courtier of Count Baltasar Castillo, le courtisan du comte Balthazar de Castiglione, et le destinataire tel qu'il est donné dans la préface ou les préliminaires est ainsi défini. Ce livre sera, c'est sur la page de titre. Ce livre est très nécessaire et très profitable pour les jeunes gentilshommes et gentlewomen, les dames de cour, abiding, qui demeurent in court, palace and place. Donc, il y a aussi là une extension du public possible, non seulement les gentilshommes et les gentilles femmes qui sont dans la cour royale, le court, mais aussi aristocratique, palace, et au-delà. Le traducteur en est Thomas Hobby, H-O-B-Y. Il est né en 1530, il appartient à la très haute aristocratie. Il a été étudiant à Cambridge, mais il n'a jamais pris de diplôme. Et il a été un des premiers praticiens du Grand Tour, c'est-à-dire ses visites, ses voyages de jeunes aristocrates anglais, souvent accompagnés d'un précepteur qui les conduisait essentiellement en France et en Italie. Et c'est là, sans doute, qu'il apprend la connaissance de l'italien, qu'il rencontre le livre de Castiglione, et il commence à le traduire en 1552-1553, alors qu'il est à Paris. Et c'est un auteur intéressant parce qu'il a donné un récit de ses voyages. C'est un texte, une autobiographie de mémoire qui a été publiée en 1902. Je crois qu'il est aussi accessible d'une manière électronique. Et le titre, c'est un livre de mes voyages et de ma vie, A Book of Travels and Life of Me. Et il décrit, en 1552, il dit qu'il avait apporté son stuff, toutes ses affaires à Paris, et que c'est là où la première chose qu'il a fait a été de traduire en anglais le troisième livre du courtisan, ce que une de ses protectrices lui demandait, mais qu'il avait toujours différé par manque de temps. On suppose qu'il avait traduit les premiers et le deuxième livre auparavant, mais il ne le mentionne pas dans cette autobiographie. Il porte l'attention sur le troisième livre, puisque, même si ce n'est pas l'objet du cours, le troisième livre était fondamentalement sur le portrait de la femme de la cour, de la gentlewoman. Et donc, la demande de cette lady était liée directement à cette demande sur le troisième livre. Les préliminaires de ce texte de 1561 sont composés de différents éléments. D'abord, une adresse du printer to the reader, donc l'imprimeur au lecteur, et qui
assez conventionnel, avec simplement l'idée qu'il souhaite que le lecteur va lire le livre attentivement, to peruse, c'est-à-dire de lire avec beaucoup d'attention et de soin. On y trouve, comme dans beaucoup d'éditions des XVIe et XVIIe siècles, des poèmes de louanges qui sont écrits pour le texte ou pour l'auteur. Et ce poème-là est intéressant, il est de Thomas Sackville, comte de Dorset, et Sackville, qui était un membre du Parlement, était aussi un écrivain visible, puisqu'il est l'auteur de la première pièce, on peut dire anglaise, qui fonde le théâtre élisabétain et des premiers Stuart, avec l'invention du vers blanc, du blank verse comme forme poétique dominante. C'est une pièce qui s'appelle Gorboduc, 1561. On en trouve d'ailleurs la traduction dans le volume de la Pléiade des auteurs, des dramaturges anglais, moins Shakespeare, qui avait été publié il y a quelques années. Et il y a une dédicace de traducteurs, Thomas Hobby, à Lord Henry Hastings, qui lui aussi appartient encore à une aristocratie peut-être plus élevée encore que Hobby. Il est très proche du souverain, très proche de la reine Élisabeth. La dédicace est écrite en 1556. Alors, on y trouve plusieurs éléments intéressants. D'abord, Hobby revient sur l'histoire du livre en écrivant « Maintenant, bien qu'un peu tard, en plus des 3 langues principales dans lesquelles il a depuis longtemps hanté toutes les cours de la chrétienté, le courtisan, alors il joue sur le courtisan comme figure et le courtisan comme titre du livre de Castiglione, est devenu anglais, ce qui était désiré depuis longtemps, ce qui a été essayé par certains, mais aucun n'a réussi, et il est désireux maintenant de demeurer, de s'installer à la cour d'Angleterre. Alors lorsqu'il fait allusion aux 3 langues principales, l'italien 1528, l'espagnol 1534, le français 1537-1538. Ensuite, il y a une définition des destinataires. Alors, la construction du lecteur implicite, qui a été un thème fondamental pour certains courants de la critique littéraire, en particulier la théorie de la réception, on peut le trouver soit sur la page de titre, comme je vous le disais, puisqu'on a là très nécessaire, very necessary and profitable pour les jeunes gentlemen et les dames de l'aristocratie. Mais là, dans la dédicace de Thomas Hobby, il y a une distinction plus grande, c'est-à-dire qui va croiser à la fois les degrés des âges et les conditions. Il dit, pour les princes, il sera utile de façon à que se gouvernent bien ceux qui gouvernent les autres. Pour les hommes d'âge mûr, ils y trouveront que le chemin, pathway, pour la réflexion, l'étude. Les jeunes gentlemen, ils seront encouragés à acquérir les vertus morales, les bonnes manières et les qualités honnêtes. Les dames et gentlewomen y trouveront un miroir, mirror, pour s'attribuer, se parer des manières vertueuses, des comportements gracieux, des plaisirs honnêtes. Et tous, en général, trouveront là un storehouse, un magasin de tout ce qui est nécessaire pour vivre avec les manières de la cour. On voit donc qu'il y a là une construction classique qu'on trouvait dans beaucoup d'autres textes, anglais, espagnols, c'est-à-dire de construire le destinataire ou les destinataires à partir du croisement entre les degrés des âges, les hommes mûrs, les jeunes gentilshommes, les jeunes dames de la cour, et d'autre part les conditions, les princes, les courtisans, et au-delà en quelque sorte. Tous, en général, tout lecteur y trouvera des manières à imiter. C'est une structure de construction de destinataire qu'on trouve par exemple dans la Celestina de Fernando de Rojas ou dans le Quichotte lui-même. D'autre part, on voit qu'ici, il y a comme une tension qui va caractériser toute la littérature de civilité entre des manières qui sont distinctives et en même temps le fait qu'elles peuvent être exposées, donc imitées. C'est le paradoxe finalement de ces livres qui définissent
ce qui est propre à une distinction aristocratique, mais qui le font sous une forme d'imprimés qui circulent et qui peuvent donc suggérer, permettre, inciter à l'imitation. Et puis on a ce mot storehouse, qui est très important parce que c'est un mot qui est employé très souvent dans les anthologies de lieux communs. Votre mémoire, et dans les livres sur les arts de la mémoire pensée comme un magasin dans lequel on peut ranger sous des rubriques ou des thèmes ce qui est des résultats des lectures, et en particulier les préceptes, les maximes, les aphorismes. Ensuite, Hobby est obligé d'en venir à la justification de la traduction, sachant qu'il y a des résistances à cette idée de traduire d'une langue vulgaire à une autre langue vulgaire. Il dit la traduction n'est pas est un instrument d'extension des savoirs, de la connaissance, et pour ça qu'elle est tout à fait justifiée. Et le texte est publié en black letter, c'est-à-dire en caractère typographique qui reprend la gothique, ajusté, adapté au monde anglais. Et c'est un trait très intéressant dans la mesure où cette black letter a pu être traditionnellement liée avec des éditions populaires, et c'est de fait certains livres de colportage ou certaines ballades sont publiés dans ce caractère gothique, mais comme l'italique pour l'italien, la black letter, mais pour les imprimeurs anglais eux-mêmes, a pris une valeur, disons, de nationalisation ou de nationalisme typographique, qui fait identifier quelque chose comme anglais. D'une certaine manière, publier en black letter et redoubler la traduction. On traduit en anglais et on imprime de manière anglaise avec cette utilisation de ce caractère tout à fait spécifique aux éditions anglaises, même s'il appartient à la famille des caractères, des fontes gothiques. Et le livre a, comme le laissait supposer l'emploi de storehouse, de magasin, a des instruments de repérage qui permettent cette seconde lecture que j'évoquais, la lecture thématique, topique, et non pas la lecture continue, suivant le flux du discours. D'une part, des rubriques marginales imprimées qui marquent dans la marge des thèmes, des mots, les noms de qui intervient. Donc on a à la fois le respect de la théâtralité du dialogue, puisque le lecteur peut repérer qui des courtisans dit ce qui est le texte, mais en même temps, on a des instruments qui sont tout à fait liés avec la technique des lieux communs, puisqu'indiquer un thème ou indiquer un mot est une incitation à extraire du livre ce passage ou ce mot, soit pour le mettre en mémoire dans les magasins de la mémoire, soit pour le copier dans un thème ou une rubrique d'un cahier de lieux communs. Et à la fin, comme dans l'édition française de 1580, on a une brève récapitulation des manières fondamentales et des qualités qui doivent se trouver chez un courtisan ou chez une dame d'atour. A brief rehearsal, au sens de récapitulation, de répétition, of the chief conditions, and conditions a le sens de manière, de type de comportement, de conduite, and qualities in a courtier, or in a waiting gentlewoman, une dame d'atour. Alors, quand on en arrive à sprezzatura, voilà comment le Hobby prend la question. Alors, comme toujours, il y a une règle très générale qu'il faut suivre, et le premier élément de cette règle très générale, c'est de eschew, d'éviter affectation or curiosity. Donc, l'affectation ou la curiosité, c'est finalement un choix pour affectation très proche du choix espagnol de Boscan. Et, dit-il, pour employer un nouveau mot, to speak a new word, il faut to use in everything
a certain recklessness. Alors j'ai écrit le mot tel qu'il est orthographié dans le recklessness, qui permet de couvrir l'art et qui fait que toute chose que l'on fait ou dit, quelle qu'elle soit, paraît faite ou dite without pain, sans effort, and as it were, not minding it, et comme si l'on n'y pensait pas. Donc voilà la traduction qui nous amène donc à deux problèmes. Le premier problème, la traduction d'affectation, et affectation or curiosity. Et dans le texte de 1561, le mot affectation est donné en caractère romain, comme si finalement c'était un mot latin, même si c'est affectation, et le mot synonyme de curiosity est donné en caractère gothique. Donc un mot anglais établi, curiosity, qui est l'équivalent d'un mot un peu étrange, qui ne sonne pas anglais, qui vient d'ailleurs, et qui est cette affectation en caractère romain, parce qu'on se réfère à affectatio en latin. Alors, pour la traduction de sprezzatura, le choix est donc recklessness. J'ai ensuite donné la graphie telle que vous la trouvez dans l'Oxford English Dictionary, qui transforme un petit peu puisqu'il y a deux S, mais il n'y a plus de E après le K. Recklessness, qui est donné curieusement en romain dans le texte, comme si finalement c'était un mot qui est anglais, mais qui dans cet usage est étranger. Attention, je pense que c'est un exemple dans lequel souvent les commentaires que l'on va dire littéraires ou historiques ne portent pas assez attention aux détails. Et le détail là est que pour ces trois mots, affectation, curiosity, recklessness, il y a un jeu subtil avec le caractère typographique. Affectation est en romain parce que c'est pratiquement du latin. Curiosity est en gothique parce que c'est un mot établi dans la langue anglaise. Et recklessness est un mot très anglais, mais en même temps, il est employé là comme si c'était un mot étranger, parce que derrière le mot, il y a sprezzatura. Et on peut donc essayer de restituer les charges sémantiques de ces mots en prenant appui sur les exemples d'emploi qui sont donnés par l'Oxford English Dictionary. Alors, pour affectation, c'est un mot effectivement récent dans la langue anglaise. Là, on a une traduction de 1561. Le premier usage apparaît en 1548, est lié à l'idée de parler avec affectation, artificiellement, de manière composée. Et l'exemple qui est là, c'est une prononciation affectée. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès cet emploi de 1548, on a l'idée que l'on va pouvoir muer cette affectation en curiosité, puisque la citation disant « parler avec affectation » ou « curiously », avec curiosité, curieusement. Et donc, du coup, ce que fait Hobby, il n'a sans doute pas lu la traduction de Boscan, qui avait le même parti, curiosidad, pour traduire affectation, repose sur quelque chose qui s'est déjà établi dans la langue et qui est qu'on peut trouver une synonymie entre curiosité, curiously, et avec affectation. En 1542, la traduction des apophthegmes d'Erasme montre le même emploi dans le contexte de la rhétorique, puisqu'il parle d'une unmeasurable affectation of eloquence, une affectation sans mesure de l'éloquence, donc là encore une artificialité du style rhétorique. Mais on voit bien avec ces exemples que c'est un mot nouveau, c'est un mot qui est employé essentiellement, communément, dans le contexte des manières de dire,
et c'est un mot qui peut déjà être suggéré comme ayant un équivalent avec curiosité. Recklessness, qui n'est pas facile à prononcer, est un peu... Ah, je reste quand même encore un temps sur curiosity, parce que peut-être ce serait le prochain mot qu'on pourrait étudier, comme il est très omniprésent dans ces traductions. Curiosity a, en anglais, comme dans toutes les autres langues, dans le temps dont nous sommes, dans les années 1560, une ambivalence de sens. D'un côté, il a ce sens de l'application, du soin, de l'exactitude. Et citation de 1568, to read with all curiosity. Donc, c'est l'équivalent de exactitude, soin, exactness, care. Et se référant à un désir, à un effort pour connaître. Et en même temps, du moins lorsqu'il est, la curiosité est excessive, elle prend un sens, le mot prend un sens négatif, blâmable, une attention inappropriée, excessivement insistante, fastidieuse. Et derrière, il y a évidemment l'idée du désir de connaître des choses qui sont soit inutiles, soit secrètes. Et dès le XIVe siècle, dès des textes de Chaucer ou des vies de saints, on trouve la condamnation de cette curiosité lorsqu'elle est arrogante, trop fière, trop insistante. Dans un texte de 1518, le miroir des bonnes manières, Mirror of Good Manners, il y a le mot, il faut refuser the proud curiosity, une curiosité fière, donc arrogante, donc s'aventurant là où il ne devrait pas aller, donc excessive. Et donc c'est ce mot-là qu'avec l'opération maintenant bien connue, de muer en positif aristocratique le négatif commun, que choisit Hobby, est sans doute tout à fait conscient qu'il y a cette ambivalence dans le mot, dans les emplois du terme en anglais, ce qui lui permet d'utiliser à sa manière le second versant, c'est-à-dire un versant négatif, puisque ce qu'il faut fuir, c'est quoi? L'affectation ou la curiosité. Alors, recklessness est un mot ancien dans le sens de négligence, de dédain, et toujours d'ailleurs dans un sens négatif. Les exemples que l'on trouve sont des exemples, par exemple un texte de 1439, les marins de certains bateaux, par leur négligence et leur mauvais misgoverner, leur mauvais usage, mauvaise conduite du bateau, ont heurté et détruit ou endommagé d'autres bateaux. Donc on voit bien que le recklessness, c'est ce manque d'attention qui fait que, en tant que capitaine du bateau, vous le faites jeter contre un autre bateau. En 1581, il y a un autre exemple qu'il y a dans un contexte plus religieux, qui est l'idée que jamais une telle recklessness ne peut s'accommoder avec la gracieuse miséricorde de Dieu. Donc là encore, cette négligence, ce dédain, cette absence de soin est tout à fait contraire avec le pardon ou la miséricorde que Dieu peut accorder. Et donc on voit que le mot, toujours pris dans un sens négatif, pouvait se lier à un verbe, to reckle, négliger une tâche, ou à un adjectif, reckless, indifférent, irréfléchi, inattentif, insouciant, imprudent. Et donc Hobby, tout à fait consciemment, à la Castiglione, opère cette inversion du sens, puisqu'on ne trouverait dans ces emplois aucun sens positif ou favorable de recall, reckless, recklessness. Il inverse
le sens, et donc le défaut du vulgaire est transformé en qualité du courtisan. Cette traduction de Hobby va être rééditée, donc je dis, elle était publiée en 1561, elle est rééditée en 1577, mais le texte est inchangé et on y trouve la même table finale des qualités du courtisan ou de la dame de la cour. La nouvelle édition est de 1588. Elle est publiée à Londres par John Woolf. C'est la traduction de Hobby, mais Hobby est mort, donc la révision, il est mort en 1577, y compris avant la publication de la réédition du 1561. Donc Hobby est mort et c'est un travail de révision du texte dont on ne sait pas bien à qui l'attribuer, qui va introduire quelques nuances, quelques transformations dans la traduction. Le livre se présente assez à l'identique du livre de 1561. On y trouve les mêmes préliminaires, le poème de Sackville, la dédicace à Lord Hastings. On y trouve aussi ce qui était une claire division du livre de Castiglione, annoncé comme le premier volume, le premier livre à l'intérieur du livre. C'est les qualités parfaites du courtisan. Le deuxième, c'est comment les utiliser, et aussi de nombreuses plaisanteries ou facéties, ce qui était l'objet du deuxième livre, non seulement the use of the perfect qualities of the courtier, mais aussi many jests and pranks. C'est toute cette partie du livre qui d'ailleurs avait pu un peu faire sourciller parce qu'elle était avec un peu un langage un peu vert ou des plaisanteries qui ne sont pas absolument toutes de meilleur goût. Donc c'est un passage des plaisanteries, des facéties de la cour. Le troisième livre, c'est The Condition and Qualities of the Waiting Gentlewoman, donc les manières et les qualités de la dame de cour, de la dame d'atour aussi. Et pour finir, The End of the Courtier and of Honest Love, la fin du courtisan. Et Honest Love, c'est cette grande page, ce texte platonicien de Bembo définissant l'amour parfait. On trouve donc les mêmes contenus, on trouve les mêmes tables que celles que l'on avait rencontrées. Et la première qui suit donc la différence, c'est qu'il ne s'agit pas, comme dans le cas français, d'un ordre alphabétique. Il s'agit de l'ordre du texte. Et la première mention, c'est « to be well born and of a good stock ». C'est uniquement les qualités du parfait courtisan qui sont mis en table, et pas la totalité du livre avec des lieux communs qui pouvaient porter sur d'autres sujets. Et la première qui apparaît dans les premiers moments de la conversation, c'était est-ce qu'un courtisan doit être bien né ou est-ce qu'il peut être roturier. Alors là est retenue l'idée d'être bien né et d'un lignage, d'un bon lignage, jusqu'à la fin, et qui arrive au 4e livre, où la fin du courtisan est présentée comme cet instructeur et professeur de son prince ou lord. Le courtisan becomes an instructor and teacher of his prince or lord, ce qui était le thème du 4e livre, peut-être qui était la clé de voûte de l'ensemble du livre. La qualité suprême du courtisan, c'est d'être le conseiller avisé du prince. Dans l'édition de 1588, on a aussi un dispositif typographique qui clairement est imité de l'édition française. 3 textes, texte italien en italique, le texte français en romain, et là c'est le texte de Chapuis, et le texte anglais en black letter, ce qui fait que lorsque vous ouvrez le livre, vous avez une structure en 6 colonnes, sur les extrémités l'anglais, au centre le français, et sur l'autre marge le texte italien, ce qui fait anglais, français, italien, italien, français, anglais pour ces 2 pages qui sont l'une à côté de l'autre. Sprezzatura. Alors ici, il y a là une modification qui est apportée à la traduction de Hobby pour affectation
il n'y a plus le mot, il y a seulement too much curiousness. Donc, curiousness a remplacé curiosity, et avec cette idée de l'excès, too much. On voit que la volonté d'utiliser curiousness est peut-être d'effacer tout ce qui pouvait rester de traces positives dans curiosité et que le lecteur pouvait impliquer et être un peu dérouté par cette curiosité si négative, puisqu'on a le curiousness donné en général seulement comme une attention fastidieuse et renforcée par le trop, too much. Il y a là, dans des exemples d'emploi, dans les textes anglais contemporains, l'expression d'une curiosité pernicieuse, pernicious curiousness. Donc, la volonté de situer curiosité dans un contexte plus nettement, plus strictement négatif, avec son excès, et donc, du coup, de substituer à curiosity. On a aussi, dans ce cas de curiousness, le lien à l'idée qui apparaît dans les exemples d'emploi de savoir interdit, c'est-à-dire la démesure du curieux qui veut connaître ce qui est de l'ordre du mystère. Et le mot apparaissait dans une traduction de Calvin qui justement adressait cette question de la curiosité profanatrice, en quelque sorte. Donc, elle est renvoyée ici à l'excès de l'application. Et dans le Oxford English Dictionary, un des exemples d'emploi est celui de hobby, qui n'est pas hobby, puisque c'est la révision de la traduction qui emploie le mot curiousness. Et alors, la deuxième grande transformation, c'est la disparition de recklessness, et sprezzatura acquiert une seconde traduction, a certain disgracing. Alors, ici, on est le renforcement du paradoxe, puisque finalement, la grâce que produit la sprezzatura dans cette traduction anglaise est produite justement par ce qui est disgracieux, par l'absence de grâce, par la négation de la grâce. Et on voit que là, le réviseur de la traduction de Hobby a poussé à l'extrême le paradoxe, puisqu'il traduit directement sprezzatura, qui doit produire de la grâce, comme a certain disgracing. Et à l'époque, le mot disgracing est entièrement pris dans ses connotations négatives. To disgrace est ôter la grâce. Il y a 4 exemples qui sont donnés d'emploi. Premier, les vents d'orage disgrace les fleurs, donc leur ôte leur grâce en les détruisant ou en les blessant. Un deuxième exemple, c'est que dans un autre contexte, un discours ignorant et rude disgrace un bon sujet, a very good matter. Donc là aussi, la destruction de la grâce qui était dans la matière par le discours qui est tenu sur elle. Un troisième exemple est lié à la justice. Une femme qui a le nez coupé voit la beauté de son visage disgraced. Et finalement, le dernier exemple, c'est l'exemple d'un homme dont la panse proéminente le disgrace, apporte disgrâce. Donc, on a pour le verbe to disgrace cette série de destruction de la grâce physique ou textuelle ou naturelle. Et dans d'autres séries d'emplois, on voit le verbe comme discréditer, déshonorer, disgracier dans le sens français. Et la disgrâce, au disgrace, apparaît comme justement l'acte de disgracier quelqu'un. On a donc un ensemble
univoque de connotation qui est de détruire la grâce, qui a sans doute plu aux réviseurs de hobby, puisque du coup le jeu pouvait être poussé à l'extrême d'une grâce aristocratique qui serait produite par tout ce qui dans le monde commun de l'emploi des termes est son contraire, la disgrâce. Alors du coup, on a la volonté aussi, je pense, qui était très importante chez ces traducteurs, de se référer en quelque sorte à l'étymologie première de sprezzatura, et on l'a vu avec desprecio, mépris, et maintenant avec disgrace, c'est-à-dire de construire un mot qui est fondé sur une négation d'un autre mot. La grâce est détruite, le prix est ignoré et la valeur est absente. Donc, disgrace devient ne pas accorder de prix, ne pas montrer une attitude qui cherche à obtenir la grâce, la faveur du prince. Et donc, finalement, le suprême de cette grâce, c'est son absence. Et avec peut-être toujours chez eux la volonté de retrouver quelque chose qui, dans leur langue, serait construit de la même manière que Castiglione avait construit Sprezzatura. Et puis, d'autre part, finalement, montrer que la recherche de la grâce est identifiée à l'affectation, à la curiosité, et donc une grâce exhibée, ostentatoire, est en fait une affectation. Et ce paradoxe que tient le mot, qui est que la véritable grâce se donne dans les apparences de son contraire. Et c'est là l'usage de ce disgracing qui vient se substituer à recklessness. Alors je vais terminer avec la troisième langue, brièvement, et peut-être inattendue, c'est-à-dire les traductions en latin. On a là un fait essentiel qu'on a souvent oublié. C'est bien sûr une immense bibliographie, c'est voué aux traductions du latin dans les langues vulgaires, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais. Mais on a peut-être moins pensé au fait que beaucoup de textes sont traduits en latin au XVIe et XVIIe siècle, de façon à acquérir une circulation au-delà de la connaissance de ces trois langues, français, espagnol, italien, et donc d'avoir un marché plus large, plus européen, en particulier pour les pays du Nord ou l'Empire allemand. C'est le cas de textes qui ont été traduits comme ceux de Guichardin ou Le Prince de Machiavel ou le livre même au XVIIe siècle. Le Léviathan de Hobbes a surtout circulé et a été lu dans sa traduction latine. Donc on a un mouvement et qui s'applique aux courtisans aussi, puisqu'il y a trois traductions en latin. La première en 1561 de Johannes Turler, Turler, professeur de droit romain à l'université de Marbourg. L'édition est de Wittenberg, autre capitale universitaire, rééditée en 1569. Et en 1571, on a une traduction de Bartholomew Clerk, C-L-E-R-K-E, qui est professeur de rhétorique à Cambridge, à King's College, et l'édition est à Londres, et 8 éditions entre 1571 et 1619, alors même qu'il y a deux traductions, une traduction révisée en anglais. Donc on a un phénomène, et la troisième est plus partielle, c'est seulement le livre 1, et elle apparaît à Strasbourg en 1577, et elle est 4 fois rééditée avant 1619. Donc c'est un phénomène assez massif. Ce n'est pas une curiosité de traduire le Castiglione en latin, c'est un marché parallèle au marché dans les langues vulgaires, qui entraîne d'ailleurs de plus en plus à la fin XVIe, début XVIIe, des rééditions de l'édition latine qui semblent se substituer aux rééditions moins nombreuses, beaucoup moins nombreuses, en voie d'épuisement des traductions en langue vulgaire.
Donc on a un phénomène extrêmement intéressant, la traduction en latin de textes en vulgaire. Je prendrai, pour terminer simplement, la traduction donc, anglaise de Bartholomew Clerk. Vous avez vu d'ailleurs, traducteurs, c'est des professeurs d'université, et on peut penser que le premier marché pour ces traductions, c'est à la fois les pays, les lecteurs qui ne sont pas à l'aise avec l'italien, le français ou l'espagnol ou voire l'anglais, et c'est d'autre part le monde universitaire qui peut préférer lire en latin même s'ils ont une parfaite connaissance de certaines de ces langues vulgaires. Alors la traduction de Bartholomew Clerk, que j'ai pu voir dans une édition de 1577, donc ce n'est pas la première, mais le texte n'a pas changé, a pour titre, alors le titre latin c'est Balthazar Castillon, Comitis, le comte, De Curiali Sive Aolico, des courtisans ou des gens de la cour aussi, le monde aulique, le monde des cours, 4 livres qui sont convertis en latin à partir de l'italien. Et le Bartolomeo Clerk, Anglo-Cantabrigensi interprété. Et pour le passage clé, il oppose ce que l'on doit éviter, curiosam affectationem diligenter evitemus, que soit évité avec soin, diligenter, l'affectation curieuse, curiosam affectationem, qui est finalement déjà la liaison entre l'adjectif curiosam, enfin avec sa forme à l'accusatif, et du mot affectationem. Donc, dans la traduction latine, on retrouve quelque chose de cette équivalence qu'on a déjà rencontrée en espagnol et en anglais, de faire de curiosité un équivalent d'affectation. Non pas ici comme un synonyme, mais comme un adjectif qui qualifie l'affectation. Alors la sprezzatura devait poser un peu plus de problèmes, et il dit ce qu'il faut, c'est d'user de negligenter et ut vulgo dicitur dissolute proferatur. Il faut proférer, faire les choses avec diligenter, negligenter, d'une manière négligée, et, comme dit le vulgaire, d'une manière dissolue, dissolute. Alors ça mérite attention, évidemment, ces deux mots. Là, on peut retourner simplement en première analyse au Gaffio, le dictionnaire de latin, et voir que negligenter, qui vient de negligentia, est un mot, presque toutes les occurrences sont référées à Cicéron. C'est-à-dire, c'est un mot qui apparaît dans la rhétorique, qui indique la négligence, l'indifférence, l'insouciance, negligenter avec un E et non pas negligenter comme mot le fait le traducteur latin Clerk, et faire les choses sans soin. Mais il y a du coup la même inversion du sens qui apparaît dès les usages latins, puisque ce qui est rendu possible par cette négligence, c'est qu'il y a une signification ambivalente, c'est-à-dire une forme de mépris, mais qui n'est pas pris dans un sens négatif, qui est d'établir une distance aux choses. Et on verrait dans cette dominante des usages négatifs naître, apparaître cette possibilité d'un sens positif que reprend Clerk. Negligenter, il faut proférer, faire avec cette négligence qui donc nous conduit à la sprezzatura. Intéressant, il dit non pas qu'on va utiliser un mot nouveau, évidemment, parce que c'est des mots du latin, donc il ne peut pas dire que c'est une parole forcée, une parole nova, mais c'est comme dit le vulgaire. Et qu'est-ce que dit le vulgaire? Il dit comme équivalent de negligenter, dissolute.
Là encore, Cicéron, c'est-à-dire l'insouciance, l'absence de liaison entre les mots. Il n'y a pas, dans ces acceptions latines-là, de sens moral qui pourrait être dissolu et qui serait loin d'être une qualité qu'on peut revendiquer, même si on est un courtisan, au moins dans un texte qui définit le courtisan parfait. Donc, le mot dissolute est employé pour renvoyer à cette idée qui était purement liée à l'usage de la langue, c'est-à-dire, dans les exemples de Cicéron, c'est ne pas mettre de liaison entre les mots, d'avoir un style un peu négligé, un style qui ne lie pas les choses. Et c'est le premier sens de dissolute. Et donc, du coup, il y a là une reprise de cette expression. Et pour terminer, lorsque le texte latin s'affronte à la question de la fameuse image de la sprezzatura qui peut devenir affectation lorsqu'elle est maniée avec lourdeur et sans grâce, le passage sur le danseur Pierre-Paul, on a ici dans le latin le fait qu'il reste fidèle à son vocabulaire, puisqu'il dit que dans ce cas-là, la negligentia qui serait nécessaire est inversée en curiosité. Curiosum est, et curiosum était l'adjectif qui allait avec affectation. Donc on voit bien que du coup la négligence devient curiosité, que les termes s'inversent dans le discours, ce qui produit la grâce devient que cette curiosité qui est équivalente de l'affectation, et il redouble son idée avec l'affectatio incuria et curiosité. Incuria pourrait être pensé comme affectata incuria et curiosité. Incuria qui veut dire, toujours chez Cicéron, le défaut de soin, l'insouciance, pourrait apparemment être un équivalent de negligentia. Mais comme il s'agit là d'une incuria affectata, comme chez Pierre-Paul, qui donne toujours l'impression qu'il est en train de penser à quel pas il va faire et comment il est en train de penser constamment à la position de son corps. À ce moment-là, la incuria, qui aurait pu être l'objet de cette inversion de sens si fréquente dans ce que nous avons rencontré, devient affectata et du coup, elle est curiosité. Affectata incuria, curiositas videtur. Nous voyons dans le soin, l'insouciance affectée de la curiosité. Ce qui amène évidemment à cette question, et c'est pour ça que je pense que tout en essayant de montrer peut-être au début de la séance prochaine ce qu'il est advenu de ce lexique, de ce vocabulaire après le XVIe siècle, c'est-à-dire à un moment où finalement vont se réduire les rééditions du texte de Castiglione et où de nouvelles modalités de discussion de ces mêmes concepts, sinon mots, vont apparaître, de porter l'attention sur cette ambivalence permanente de curiositas, parce que dans de nombreux cas que nous avons étudiés jusqu'à maintenant, on voit un effet produit par une inversion de signification. On prend un mot, il a une signification ordinaire, vulgaire, commune, et une marque de sprezzatura dans le discours, comme ensuite dans le modèle du courtisan, est de mettre les choses à l'envers, de faire que ce qui est ordinaire pour le vulgo, le vulgaire, l'usage commun, devient une distinction lexicale dans le discours de qui tient le discours, et ensuite une distinction dans les manières d'être, de parler, de comportement, de conduite du parfait courtisan. Le cas de curiosité était différent,
parce que c'est un mot qui a cette ambivalence d'essence originelle. Et le mot étant pris évidemment dans une tension entre la référence de la condamnation chrétienne, de qui veut s'emparer des savoirs réservés que seul Dieu possède, et qui avait cette autre référence qui était celle, effectivement, d'une volonté légitime de connaissance. Et donc le mot de curiosité, curiosity, curiositas, curiosité, a cette intrinsèque ambivalence qui permet évidemment de l'employer, on l'a vu ici systématiquement comme équivalent de l'affectation qu'il faut refuser, mais avec une conscience que toujours pourrait ressurgir ou naître à la fois un sens théologique qui était absent de cet usage qui le faisait équivalent d'affectation, mais pourrait aussi aller à contre-courant, en contrepoint d'un sens positif, qui est la légitimité du connaître, de l'entreprise de connaissance du passé ou du monde naturel. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que le mot mérite une attention particulière. Il pourrait être, une fois discuté cette question de qu'est-ce qu'il devient des traductions possibles, sinon de sprezzatura, mais de ce que visait la sprezzatura au XVIIe siècle, de porter l'attention sur ce mot de curiosité qui est si fondamental pour la Renaissance, puisqu'il est à la fois un mot qui a ce statut ambivalent, il est un mot qui est à la fois un mot dans les discours et dans les choses, les cabinets de curiosité, c'est-à-dire une institution, la curiosité, non plus comme une vertu ou un défaut, mais la curiosité comme une institution, un lieu, une pratique de collection. Donc je crois que ça vaut la peine de passer de sprezzatura à curiosité. Bien, merci.